Tu ne seras pas un bon monteur vidéo si toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Un bon monteur vidéo, c'est quelqu'un qui se sert des outils de montage pour apporter une plus-value. Et pour vous, est-ce qu'il faut monter vite? C'est indispensable chez nous, mais on a refait une réunion récemment et les monteurs disaient qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller faire des montages sophistiqués. C'est le moment là maintenant de commencer à penser à créer des chaînes basées sur l'intelligence artificielle parce que ça te réduit complètement le travail. Est-ce que pour vous, vos activités seraient à ce niveau si vous n'étiez pas en ligne? Non, clairement non. Internet a beaucoup changé mes business et ma vie et ça c'est une évidence. Il faut s'inspirer de ce que les meilleurs font, mais toujours se comparer à soi-même pour être la meilleure version de soi-même par rapport à ce qu'on a fait hier. On voit que vous publiez pas mal de vidéos. Combien vous pouvez gagner avec YouTube? Depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube, ça m'a enrichi. Maintenant, je gagne tous les mois 10 millions, 20 millions, 50 millions. Alors, petite annonce très rapide pour toutes les personnes qui souhaitent devenir monteur vidéo professionnel et gagner leur vie avec ce métier. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ce 11 au 13 juin 2024, j'organise un atelier intensif de 3 jours où je vous montre comment devenir monteur vidéo professionnel, comment signer des clients et gagner de l'argent et comment faire de belles vidéos. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour signer des clients comme Philippe Simon, Karamo Sangaré, Kelly Massol, alors que je n'étais même pas encore connu sur les réseaux. Les gars, ça va être incroyable. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et après votre inscription, vous aurez accès à un groupe WhatsApp où vous pourrez me poser toutes vos questions. On est déjà à 3 jours du challenge. Les inscriptions sont limitées, alors c'est maintenant ou jamais les gars. Salut les gars, bienvenue à vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, on reçoit un invité très exceptionnel avec qui on va parler de montage vidéo, d'entrepreneuriat, de digital. Donc, je vais vous demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Toulon, je suis monteur vidéo et j'ai une agence de création de contenu où on propose des services pour les créateurs de contenu. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous écrire sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Que vous soyez un entrepreneur digital qui se lance sur YouTube, qui a des difficultés avec le montage vidéo, la personne qui est en face de nous, c'est une personne qui a plus de 960 000 abonnés sur YouTube. Toutes ces vidéos réussissent bien, alors il a des conseils à nous partager. Et bonjour, monsieur Philippe. Bonjour Joël. Donc, comment vous allez? Très bien. Actuellement, vous êtes au Togo pour la conférence comment multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Et j'aimerais savoir comment vous vous sentez au Togo déjà. Très bien. Très belle ambiance, très bon accueil. Les gens sont très chaleureux ici, donc ça se ressent et ça fait plaisir. Et la nourriture d'ici? Très bien. Ok. C'est une belle surprise. Ça fait déjà 5 ans que vous êtes sur YouTube maintenant et vous publiez des vidéos tout le temps. On voit que vous êtes très régulier sur YouTube. Alors, comment vous arrivez à maintenir une telle régularité? Il faut se lancer dans un sujet qui nous passionne, c'est la base. Un sujet sur lequel on peut parler tout le temps, pendant longtemps. Et pas juste un sujet qui nous intéresse pour un moment. Ou pire, un sujet dans lequel on va parce qu'on pense qu'on va gagner de l'argent. Il faut d'abord que ce soit quelque chose qui nous intéresse. Parce que si ça ne nous intéresse pas, on ne pourra pas sur le long terme créer beaucoup de contenu. Et actuellement, à côté de ça, vous êtes père de famille, vous avez des business, vous êtes investisseur, entrepreneur. Et on voit dans vos vidéos que vous vous lancez aussi sur le terrain. En même temps, vous êtes sur YouTube. Du coup, ce n'est pas trop difficile à gérer? Non, pas du tout. Parce que nous, notre stratégie, à la base, c'était de parler de business et de parler des business qu'on fait. Donc, en fait, YouTube accompagne simplement notre activité. Et après, on a diversifié un peu les contenus. Mais à la base, YouTube, c'est pas très compliqué parce qu'on filme quand on est au travail. Donc, on filme ce qu'on fait au travail. Ok. Aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, on voit qu'il y a pas mal de vidéos qui sont avec beaucoup d'effets. Mais vous, vos vidéos, c'est pas forcément avec ces effets. Du coup, est-ce que vous préférez plus ce type de vidéo qui ne demande pas trop d'effets? Ou bien vous ne voulez juste pas faire comme les autres? Non, c'est pas que je veux pas faire comme les autres. C'est que je ne pense pas qu'on a besoin de ça pour réussir. C'est bien, c'est un bonus. Si tu manges un plat avec un bon dessert, le dessert c'est un bonus, mais le dessert c'est pas le plat. Et je crois que ce qui fait réussir sur YouTube, c'est pas les effets. Il y a des gens qui font de très beaux effets matin, midi, soir et leur chaîne ne décolle pas. Ce qui fait décoller une chaîne, c'est le contenu. Le contenu. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu montres. Maintenant, si c'est une chaîne dans laquelle les effets vont avoir un rôle parce que c'est peut-être une chaîne sur le montage vidéo, parce que c'est peut-être une chaîne sur les effets, ce genre de choses, alors ça fait sens. Mais si c'est une chaîne dans laquelle tu veux dire des choses, ce qui va être primordial, c'est ce que tu dis. Maintenant, il faut assurer un minimum de montage quand même pour rendre crédible ce qu'on fait. Mais moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, j'ai une équipe dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui montent. Je crois qu'on a 4 ou 5 monteurs quand même. Donc, on a beaucoup de personnes au montage et pourtant, ça m'arrive encore de publier des vidéos qui n'ont pas été montées du tout.
parce que j'ai eu un sujet, j'ai posé mon téléphone, j'ai tourné et puis j'ai posté directement. Et c'est des vidéos qui marchent. Tout à fait. Parce qu'au final, à la fin de la journée, les gens te suivent, en tout cas moi, me suivent à cause de ce que je dis, pas à cause de la qualité des effets. Et suite à ça, j'aimerais poser la question de savoir, d'habitude, on voit que sur votre chaîne, vous parlez de business, mais parfois, on voit que vous parlez aussi de football, parfois vous parlez aussi de politique, mais c'est des vidéos qui marchent tout le temps. Alors moi, j'aimerais savoir comment, avec un contenu varié, vous arrivez à maintenir votre audience, à vous suivre. Oh, parce que je pense qu'avec le temps, ça peut m'arriver de parler de sujets plus light, ou alors plus sérieux, parce que je pense que quand on fait du business, il faut être conscient quand même de ce qui se passe dans le domaine politique, sans être un politicien. Je pense que chaque entrepreneur a besoin d'avoir une conscience politique aiguisée, comprendre les différents systèmes qui régissent le monde, comprendre un minimum la géopolitique, qui sont les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est de la culture générale pour un entrepreneur. Parce que si tu mets juste l'argent entre les mains de quelqu'un, ça peut être quelqu'un de très dangereux aussi. Avoir l'argent, ce n'est pas la finalité. Avoir l'argent entre les mains des bonnes personnes, c'est la finalité. Du coup, on peut dire que parfois, vous choisissez les vidéos en fonction des tendances. On peut dire ça? Oui, quand je vois qu'il y a une... Ça peut arriver que je me rende compte qu'il y a une actualité. Par exemple, l'injustice qu'il y avait au Sénégal avec Macky Sall, j'ai estimé que oui... Après, quand on a un gros média, c'est aussi une responsabilité. Et je pense qu'on ne peut pas se taire face à certains événements, même si ce n'est pas dans ton domaine. S'il y a quelqu'un qui commence à tuer les gens n'importe où, dans un pays africain, ainsi de suite, dans lequel je suis allé, je vais en parler. Forcément. Même si ce n'est pas que du business. C'est aussi le côté... les gens te suivent parce que tu leur parles, c'est de business, mais parce que tu inspires aussi au-delà du business. Donc, je pense que en tant qu'entrepreneur, il faut assumer ça et pouvoir être libre de parler d'autres choses. Je reviens un peu sur la conférence que vous avez faite ici à Lomé sur le thème « Comment multiplier son chiffre d'affaires par 10 ». Lors de la conférence, vous disiez que dans la vie, ce n'est pas important de se comparer aux voisins. Bon, de manière générale, lorsque vous êtes sur YouTube ou bien vous êtes africain, ce n'est pas important de se comparer aux voisins, mais plutôt d'aller se comparer à des personnes qui sont à l'extérieur, qui font 10 fois plus que nous. Non, ce n'est pas aux voisins. Il faut se comparer aux meilleurs. Il faut se comparer aux meilleurs. Le voisin, c'est le meilleur. Tu te compares, c'est le talent. Mais en fait, au-delà de la comparaison, il ne faut pas regarder ce que les autres font pour vouloir faire comme eux. Ça n'a aucun sens, même si je vois que c'est ce que beaucoup de gens font. Il faut se comparer à soi-même. Il faut s'inspirer de ce que les meilleurs font, mais toujours se comparer à soi-même pour être la meilleure version de soi-même par rapport à ce qu'on a fait hier. Et maintenant, sur YouTube, dans le cas de YouTube, j'imagine que lorsque vous publiez vos vidéos parfois, forcément avec l'audience que vous avez, des personnes vous disent que vous êtes le meilleur, tout ça. Et j'ai vu dans l'une de vos vidéos que vous dites que ces commentaires, vous ne les regardez pas. Parce que... Surtout pas. Ce sont ceux qui te disent ça aujourd'hui qui vont te crucifier demain. Je me méfie beaucoup des gens qui sont dithyrambiques, qui sont beaucoup dans le compliment, ainsi de suite. Parce qu'ils vont avoir une facilité à te critiquer aussi. Moi, les vrais compliments, ce sont les compliments des personnes qui me connaissent, qui vivent avec moi au quotidien et qui ne sont pas impressionné par une vidéo ou par un titre, ainsi de suite. Donc, vous ne regardez pas trop les commentaires? Non. Je regarde les commentaires de temps en temps pour voir si ce que j'ai dit a été bien perçu ou si les gens ont bien compris ce que je voulais transmettre comme message. Ou alors pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de raconter des conneries dans les commentaires. Et si quelqu'un raconte des conneries, vous le supprimez? Ça dépend de ce qu'il raconte. Ok. Ça dépend. Si c'est quelqu'un... Parce qu'on a quand même l'habitude maintenant de savoir qui commente d'habitude nos vidéos. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de commenter, qui est correct, on va lui répondre. Ça peut arriver que quelqu'un déconne. Mais si c'est un nouveau qui débarque de nulle part, qui est dans les insultes, oui, on le j'ai parfois vu sur votre page Facebook, par exemple, des personnes qui étaient venues un peu... on ne peut pas réussir avec tout ce que vous nous partagez comme conseil. Et j'ai parfois vu des réponses. Du coup, est-ce que c'est vous qui répondez? Parce que YouTube et Facebook, ce n'est pas la même chose. L'audience sur Facebook, Facebook, pour moi, c'est la base. C'est un peu comme le marché. C'est-à-dire que tout le monde vient te répondre sur Facebook. L'audience sur YouTube, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus cultivée, un peu plus mature. Peut-être parce que les datas sont aussi payantes. Mais sur YouTube, sur Facebook, j'ai l'impression que c'est le marché. C'est-à-dire le gars tu ne sais même pas qui est en train de te répondre. Et oui, sur Facebook, on répond comme les gens parlent. C'est-à-dire que si tu viens brutalement, on te répond brutalement. Si tu viens doucement, on te répond doucement. C'est la consigne qui a été donnée à l'équipe. À tout le monde. Parfois, ça m'arrive de répondre. Parfois l'équipe répond, oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes en ligne. Et est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour un entrepreneur d'être en ligne? Ce n'est pas indispensable. Ça dépend du business que tu fais. Mais si tu fais du mass market, si tes clients sont monsieur tout le monde, tu as tout intérêt à aller là où les gens se retrouvent. Est-ce que pour vous, vos activités serait à ce niveau si vous n'étiez pas en ligne? Non, clairement non, je ne pense pas. Pas du tout. Internet a
beaucoup changé mes business et ma vie. Et ça, c'est une évidence. D'accord. Aujourd'hui, avec YouTube, on voit que vous publiez pas mal de vidéos. Et j'imagine que les personnes qui regardent aimeraient avoir une idée de combien vous pouvez gagner avec YouTube. Alors, il y a une grosse... les gens racontent beaucoup de conneries sur les gains YouTube. Ils pensent que c'est avec YouTube que je fais beaucoup d'argent. Ouais, j'imagine. J'ai même vu des gens dire que oui, il fait cette vidéo parce qu'il veut avoir des vues. Ouais. Les gens n'ont pas idée à quel point YouTube rapporte des clopinettes. Ah bon? Ça ne rapporte pas du tout. Je crois que c'est 1 euro pour 1000 vues, un truc comme ça. C'est-à-dire que il faut faire 1 million de vues, à peu près, hein, pour gagner à peu près 1000 euros. 1 million de vues. Donc, il faut s'imaginer ce que ça veut dire 1 million de vues. Moi, sur ma chaîne, je crois que j'ai même pas 5 vidéos qui font 1 million de vues. Et encore, 1 million de vues, là, c'est sur 4 ou 5 ans de vie de ces vidéos-là. Les gens, la plupart de mes vidéos peuvent rapporter entre minimum, je dirais peut-être 50 euros. Maximum, ça dépend. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent même pas, c'est que la monétisation d'une vidéo, elle se fait sur le temps. Ok. Donc, quand tu as publié une vidéo aujourd'hui, tant que cette vidéo a des vues, YouTube te paye. Ok. Donc, ce qui fait que quelqu'un comme moi peut avoir finalement des revenus intéressants, c'est parce que j'ai plus de 2000 vidéos. Ok. Ça dit qu'à la fin du mois, YouTube totalise ce que les 2000 vidéos ont rapporté. Alors, il faut savoir qu'il y a des vidéos qui, parce qu'elles sont anciennes, en un mois, elles ont fait 1 vue. Donc, là-dessus, tu vas avoir même pas 5 francs CFA. Ouais. Mais comme tu en as 2000 et qu'on cumule à chaque fois les unes après les autres, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais l'idée selon laquelle tu vas faire une vidéo, tu vas gagner de l'argent avec ça, elle est complètement loufoque. Ouais. Si tu veux gagner de l'argent avec YouTube, il faut que tu puisses faire soit peu de vidéos qui font beaucoup de vues, soit beaucoup de vidéos qui font des vues à peu près moyennes. Donc, mais ce que les gens ne réalisent même pas, c'est que aussi, ça c'est un point très important, YouTube rémunère en fonction de la thématique. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui fait de la comédie, même s'il a des millions de vues, il ne va pas avoir autant d'argent que quelqu'un qui fait du contenu sérieux. Okay. Quelqu'un qui fait de la musique ne va pas gagner autant d'argent que quelqu'un qui fait du contenu sérieux. Donc, la thématique dans laquelle on est aussi permet d'avoir plus ou moins de revenus. Pour ce qui est de la question derrière du montant exact, je pense que ce n'est pas nécessaire. Okay. C'est comme ce qu'on dit, c'est du Pocrato, c'est du Congo ça. C'est juste qu'il dit, ouais, il gagne tel montant. Ça ne veut absolument rien dire. Okay. Si tu veux gagner de l'argent à YouTube, lance-toi. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Tous ceux qui fantasment derrière leurs ordinateurs en disant que YouTube donne beaucoup d'argent, j'ai juste une question pour eux. Si tu sais que ça donne autant d'argent, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends alors? Lance-toi, fais tes vidéos et deviens riche avec YouTube. Nous, on n'attend que ça. Et viens donc publier pour dire, voilà, depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube, ça m'a enrichi. Maintenant, je gagne tous les mois 10 millions, 20 millions, 50 millions. Viens publier ces chiffres-là. Mais les gens ne le font pas. Ce qui encore démontre même le niveau de mindset des gens. Ça c'est pour moi, c'est un niveau de pauvreté énorme. Dans ta tête, tu crois qu'il y a un secteur qui rapporte beaucoup d'argent à quelqu'un. Ouais. Tu n'essaies même pas de te lancer dedans. Mais tu viens juste, genre, le critiquer que oui, il fait ça pour avoir de l'argent, mais fais aussi si ça rapporte de l'argent. Donc, pour vous, YouTube, c'est plus un canal pour parler plus de vos business. Oui, bien sûr. L'argent que je gagne... Il faut savoir que pendant longtemps, je ne monétisais pas YouTube. Pendant très longtemps, parce que j'estimais que les formations que je parvenais à commercialiser, les business que je parvenais à exposer au travers de YouTube rapportaient beaucoup plus que ce que la publicité pouvait donner. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je commence quand même à avoir beaucoup d'équipes. Si les revenus publicitaires peuvent permettre de payer un salaire, ce n'est pas plus mal. Ouais. Si ça peut permettre de payer une caméra, parce que mon matériel coûte assez cher. Si ça peut permettre de payer un objectif, de payer une caméra, de payer une lumière, pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai commencé à monétiser. Et le premier mois que j'ai monétisé, je crois que j'ai eu $300. Ouais. 300. Mais ça, c'est parce que j'avais déjà beaucoup d'abonnés. Et je ne monétisais pas du tout. Okay. Donc, ça veut pas dire que celui qui va monétiser va avoir $300. Ouais, bien sûr. $300. Non, moi, j'avais déjà plus de 10 000 abonnés quand j'ai monétisé. OK. Maintenant, pour une personne qui se lance aujourd'hui, vous conseillerez à la personne de se lancer avec ce qu'il a. Et avec les revenus, il peut acheter du matériel. Oui, bien sûr. Ça peut être un bon moyen d'acheter du matériel, par contre. Oui. Donc pour vous, la caméra n'a jamais été un problème. Parce que vos premières vidéos, j'ai vu que vous filmez vos vidéos avec votre téléphone. Non, j'avais une caméra. C'était un cadeau qu'on s'était acheté pour notre en lune de miel. Dans les tout débuts? Oui. La première vidéo de la chaîne, c'était tournée avec une caméra. Je me rappelle un peu de la marque. Mais c'était une caméra, en tout cas. Okay. Une caméra correcte. Enfin, une caméra de touriste, quoi. J'ai tourné pendant
Au moins 6 mois. J'ai commencé à utiliser le téléphone bien plus tard. Okay. Au début, c'était uniquement avec cette caméra. C'était avec un micro. Les micros à 29 € qui ont les longues cordes 8 mètres là. Ouais. Tu plugues dessus et ça arrive jusqu'à toi et tu peux tourner avec. Donc oui, j'avais cette caméra qui était à la maison. En gros, il faut tourner avec ce que tu as. Okay. La plupart des téléphones aujourd'hui ont des caméras potables, largement potables. Et parfois, si tu tournes dans des lieux fermés, tu n'as même pas besoin d'acheter un micro. Ok. Donc, le matériel n'est plus une excuse. Le matériel n'est plus une excuse. Ok. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, je parle de montage vidéo, comment réussir ces montages vidéo. Et parfois aussi, je n'hésite pas à parler de comment rendre des vidéos virales avec TikTok, avec Instagram. Et à 6 mois de cela, plus de 6 mois de cela, que j'avais créé un compte pour vous. J'ai créé le compte sans demander votre autorisation. Et après, en 2 mois, le compte est allé de 0 à 250 000 abonnés. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez trouvé mon approche. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu dangereux Non, pas du tout. C'est une très bonne approche. C'est la meilleure des approches, d'ailleurs. Alors, le problème de la problématique dans cette approche, c'est que c'est quand même dangereux parce que tu crées le nom du compte au nom de la personne. Ouais. Ça, c'est dangereux parce que la personne peut se dire, mais c'est ce qu'on s'est dit. Quand on a découvert le compte, ouais, j'ai même vu un live. On s'est dit que c'était un bandit, un malhonnête. Parce qu'on a eu beaucoup de gens comme ça qui se font passer pour moi. C'est pas le fait que tu fasses des vidéos, ça, à la limite, je m'en fous. C'est le fait que derrière, tu puisses prendre l'argent aux gens au nom d'investir au pays. Ça, c'est arrivé beaucoup de fois. Des gens qui créent des faux profils se font passer pour nous, demandent aux gens de leur payer des choses. Les gens payent, ces personnes disparaissent. Donc, quand on a vu le compte, on s'est dit, bon, ben voilà, encore un autre qui est en train de créer des trucs comme ça. Donc, il y a ce côté-là quand même. Oui. Mais si on a la démarche consistant à faire quelque chose pour montrer sa compétence à quelqu'un, c'est une très bonne démarche marketing. Ouais. C'est une très bonne démarche. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Peut-être qu'il faut discuter avec la personne dès le début, lui parler du projet, avoir son aval pour travailler sur son compte pendant quelques mois et faire le bilan. Là encore, la personne sait que c'est vous qui êtes derrière, vous êtes en train de faire un test pour lui montrer quelque chose. Et elle va être plus coopérative, je pense, plutôt que de tout faire de votre côté. Elle me découvre sur les réseaux en même temps que tout le monde. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez vu qu'en très peu de temps, le compte est allé à 200 000 abonnés? J'avoue qu'au début, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire parce que dans mon esprit, TikTok, c'était un réseau très facile. Très facile. C'est-à-dire que dans mon esprit, et puis c'est ce qu'on entendait, tu viens sur TikTok, en très peu de temps, boum, tu exploses. Donc, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Oui. C'est quand on a voulu créer un deuxième compte que je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Au final, puisque c'est vrai que comme d'habitude on dit que TikTok s'est durci entre temps, que c'est comme tout. Hein. Ouais. Si tu te lances sur YouTube aujourd'hui, ce ne sera pas pareil que si tu te lançais quand je me suis lancé à mon époque dans cette thématique. Ouais. Donc il y a toujours un peu plus de contraintes qui viennent, mais je me suis rendu compte de la performance quand même en essayant derrière. Oui, c'est sûr. Ok. Pour moi, j'aimerais dire que c'était une approche pour moi de vous contacter en effet. Parce que ce que j'ai remarqué, j'avais déjà travaillé avec des monteurs vidéo qui ont essayé de vous contacter en essayant par exemple de vous montrer quelques vidéos qu'ils ont réalisées. Mais derrière, ils n'avaient pas de réponse. Donc moi, je me suis dit, pour pouvoir travailler avec vous, je devais aller plus loin. C'est pour ça que j'avais créé un compte. Et derrière, l'idée, depuis que j'ai créé le compte, c'est de rentrer en contact avec vous. Et après, vous m'avez contacté, tout s'est bien passé. Et merci pour cela. Donc, comment vous voyez le monde du digital dans les 5 prochaines années? Où? Sur Internet. YouTube. En Afrique En Afrique, précisément. Non, mais nous, on est derrière comme les fesses. On est derrière? Ah oui, l'Afrique est très, très, très en retard. Après, il faut dire qu'on n'est pas très aidé puisque les plateformes elles-mêmes ne comptent pas trop l'Afrique dans leur stratégie. Et pourtant, on est le continent qui a le plus de population. Et c'est là où Facebook a réussi un coup de force énorme. C'est que Facebook, aujourd'hui, tout le monde en Afrique a Facebook. Je pense que le continent africain est peut-être le continent où il y a probablement, peut-être l'Asie, mais je pense que le continent africain doit faire partie des continents, c'est peut-être le deuxième sur lequel il y a le plus de comptes Facebook. Et avec le temps, ça va certainement s'inverser par rapport à l'Asie. Le digital a de l'avenir en Afrique, mais il va falloir savoir comment on peut faire du digital. Parce que le digital en Europe vient en réalité s'inscrire dans un écosystème dans lequel il y a déjà pas mal d'autres choses qui existent, qui n'existent pas chez nous. Et le piège que les gens ont souvent, c'est de vouloir faire à peu près la même chose. Aujourd'hui, les gens font du e-commerce à l'africaine, c'est pas mal, mais c'est pas du e-commerce comme ça se fait sur Shopify en Europe ou du dropshipping, ainsi de suite. C'est pas du tout fait de la même manière. Il y a besoin de customiser parce qu'il y a beaucoup d'outils qui n'existent pas sur le continent africain. Donc, ça rend les choses beaucoup plus complexes, malheureusement. Ça force aussi à l'ingéniosité, ça force à la créativité des Africains.
Mais c'est aussi un point intéressant parce que comme c'est quelque chose qui n'a pas encore beaucoup pénétré les mœurs, les premiers qui vont savoir tirer des opportunités de ça vont gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En attendant que les autres comprennent. Ok. Parlons toujours de digital. Le montage vidéo aussi, c'est dans le digital. Et vous trouvez que le montage vidéo est indispensable? Moi, je crois que tout bon monteur vidéo doit très vite se remettre en question pour savoir comment il va travailler avec les nouvelles technologies et pas contre. Pas essayer de faire le gars qui va de son côté réussir tout seul, ça ne marchera pas. Donc se former. Oui, il faut se former pour intégrer cette technologie à son travail. C'est-à-dire comment je fais pour être plus performant. C'est là où tu vois comment une nouvelle technologie change complètement le game. Et ceux qui savent, et ce n'est pas la première fois, ça a toujours été comme ça l'histoire de l'humanité. C'est comme quand l'informatique est arrivée. Il y a certains qui disaient non, laissez-moi vos histoires d'informatique là. Nous, on continue de travailler avec le papier. L'informatique a mis beaucoup de gens au chômage. Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre à niveau, ils n'ont pas voulu comprendre que le travail allait se digitaliser, que le papier allait disparaître, qu'on allait maintenant passer sur Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça même sur l'intelligence artificielle. En arrivant, elle va bouleverser... Elle a commencé déjà. Oui, elle a commencé. À bouleverser. Il y a des chaînes qui existent sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout le contenu que tu vois est le produit d'une intelligence artificielle. Et ça, c'est génial. Moi, je trouve que ceux qui vont se lancer dedans... Et ça commence. Comme d'habitude, les Africains vont arriver en 2030. Quand les autres ont commencé en 2024, c'est le moment là maintenant de commencer à penser à créer des chaînes basées sur l'intelligence artificielle parce que ça te réduit complètement le travail. Tu n'as plus besoin d'aller capturer des images, tu n'as plus besoin... Pour certaines, tu mets juste du texte et ils te créent une vidéo. Enfin, je veux dire, ça va trop loin. Donc, on ne peut plus continuer avec ça de dire que non, moi, mon seul truc, c'est les effets spéciaux. Non, tu vis dans un autre monde. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez déjà publié plus de 1000 vidéos sur YouTube, par exemple. Et parlons de digital, de montage vidéo précisément. Vous dites que dans les années qui viennent, ça va encore augmenter très vite. Donc, est-ce que vous pensez que le montage vidéo, c'est rentable? C'est-à-dire, est-ce que vous allez conseiller à un jeune qui veut se lancer de se lancer dans le montage vidéo? Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer là-dedans peut se lancer, mais pas simplement pour faire du montage vidéo. Enfin, quoique, ça peut aussi être comme le premier à découvrir l'or. C'est-à-dire que ceux qui vont le mieux maîtriser les nouvelles technologies vont pouvoir vendre ça aux autres. Moi, je parle plus de la partie rémunération. Est-ce que c'est oui, ça dépend, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça dépend de comment ça va être approché demain. C'est ce que je dis. Les gens ne réalisent peut-être pas encore ce qui arrive là, mais en fait, moi, je pense que c'est des métiers qui vont évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui faisait du montage vidéo classique, peut-être demain va devenir un créateur de contenu. C'est-à-dire que plutôt que de continuer de faire des vidéos pour les gens, il va se rendre compte qu'avec l'intelligence artificielle, je peux moi-même créer finalement des chaînes sans avoir besoin d'être visible. Comme j'ai des bases de montage, comme je comprends comment le montage fonctionne, je vais certainement mieux comprendre que quelqu'un d'autre ce qu'une intelligence artificielle peut apporter pour apporter un effet waouh peut-être dans les vidéos. Maintenant, j'aimerais venir sur le point de comment trouver des clients. Moi, je me rappelle, il y a une vidéo que vous avez faite avec Madame Aniel Cruzel. Et lorsque j'ai vu la vidéo, après, j'ai vu que vous avez mis sa chaîne YouTube en commentaire. Je suis allé la contacter. Ensuite, on a commencé à travailler ensemble. Et le premier mois, elle a commencé à me payer 300 € pour 2 vidéos par semaine. Du coup, pour trouver des clients, comment vous pouvez conseiller une personne pour trouver des clients qui peuvent payer beaucoup d'argent? C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller sur Internet, contacter les gens qui ont besoin d'un rendu vidéo, de la prestation de bonne qualité, et leur proposer des services. C'est simple que ça. Là, tu as vu Agnel sur ma chaîne, mais tu peux aller sur plein d'autres chaînes, d'autres personnes comme Agnel qui ont son profil, à qui tu peux écrire et qui vont te répondre. Certains vont pouvoir payer ça, d'autres moins, d'autres plus. Mais oui, il faut juste beaucoup prospecter. C'est ce que les gens ne font pas assez. Moi, personnellement, j'ai déjà vu des créateurs de contenu qui avaient beaucoup d'abonnés comme ça. Et le plus souvent, pour leurs vidéos, ils ont soit une agence à qui ils délèguent tout, ou soit des personnes en physique. Du coup, vous préférez quoi? Avoir une équipe à distance? Le montage vidéo, je préfère que ce soit quelque chose qui soit fait en interne. Parce que j'estime que c'est quand même une sorte de recette. C'est-à-dire que le montage vidéo, par contre, pour le coup, c'est une vraie identité pour une chaîne. C'est comme un architecte, ça touche. Il y a des architectes, quand tu vois un bâtiment, tu dis « Ah, c'est elle qui a fait ça ». Parce que le style des bâtiments se ressemble. Et je pense que quand on est créateur de contenu, il faut avoir des monteurs vidéo qui travaillent pour vous et rien que pour vous. Ou alors même si c'est une agence, dans cette agence, il y a un monteur pour vous.
Parce que sinon, vos vidéos vont ressembler aux vidéos d'autres personnes, à moins que le gars il soit vraiment très fort. Très fort. Pour créer différents univers sans jamais se tromper sur les univers. Maintenant, sur quoi vous vous basez pour recruter vos monteurs vidéo? Essentiellement sur la performance. Nous, quand on fait des entretiens, par contre, c'est des entretiens qui sont très techniques. Quand on fait des entretiens pour les monteurs vidéo, ils viennent au travail et on leur donne des choses à faire pendant 3-4 heures. Ouais. Ils tournent, on les met dans la rue. Après nous, on a beaucoup de matériel. Donc, on ne recrute pas que quelqu'un qui sait monter. Okay. Nos monteurs doivent savoir cadrer. Ils doivent savoir prendre des vues. Forcément. Ils doivent savoir utiliser des drones, des stabilisateurs. Enfin, on teste le gars sur plusieurs. Parce que ce sont les équipements qu'on utilise au quotidien. Et moi, je pars du principe que c'est beaucoup plus simple quand le gars qui monte une vidéo, c'est celui qui a cadré, c'est celui qui a pris la vue. Parce que quand il prenait la vue, il sait pourquoi il cherchait un angle. Il sait pourquoi il a fait certains mouvements, ce qu'il voulait faire ressortir. Ouais. Et quand il monte, il peut aller chercher ça. Quand ce n'est pas lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, avec le nombre d'employés que vous avez aujourd'hui, les monteurs, j'imagine qu'il y a plusieurs autres personnes aussi. Est-ce que vous avez une tracking pour voir ce que vos équipes font, pour savoir à la fin, est-ce qu'on atteint un objectif? Non, moi, alors, tous ceux qui travaillent chez nous ont des objectifs. Tous, pas que les monteurs. Tous ceux qui travaillent chez nous ont un objectif très clair. Et on les évalue par rapport à ça. Ouais. Ce qui va être des monteurs, parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y a des erreurs qui s'infiltrent dans les vidéos et des erreurs que le profane peut voir. Parce que parfois, il y a des erreurs de montage que le profane ne voit pas. Ouais. Qu'un monteur vidéo voit, que le profane ne voit pas. Mais il y a des erreurs que même le profane voit. Ouais. Et là, ce sont les erreurs les plus graves. Ça peut être des erreurs dans le texte. C'est-à-dire qu'il a voulu écrire un texte et il a mal écrit, ça arrive. Ça peut être des cuts qui n'ont pas été bien faits. Bien fait. Ou alors il a laissé passer quelque chose qu'il ne devait pas laisser passer dans la vidéo. Ce genre de fautes liées au manque d'attention. On traque ça et derrière, on met des bonus en fonction du faible nombre. Et pour vous, est-ce qu'il faut monter vite? Parce que j'ai l'impression que... Bon, c'est l'impression que j'ai. C'est indispensable chez nous, mais on a refait une réunion récemment et les monteurs disaient que ils n'ont pas assez de temps pour aller faire des montages sophistiqués parce qu'ils veulent faire des montages un peu plus sophistiqués et donc ils ont besoin de temps. Pareil, on se réorganise. Sur certaines émissions, ça peut être nécessaire, sur d'autres, pas nécessairement. Oui. Pour leur permettre aussi d'aller chercher des choses plus travaillées, et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, pour une chaîne aussi grande, les montages de nos vidéos sont assez basiques. Et pourtant, ce n'est pas parce que les monteurs ne peuvent pas faire plus. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Quand on leur envoie une vidéo, il faut que ça sorte 2-3 heures après, parfois. Donc forcément, si tu dois sortir une vidéo en 2-3 heures, forcément, tu prends la vidéo, tu étalonnes, enfin, tu fais des choses basiques, quoi. Tu ne peux pas aller réfléchir à des effets, et ainsi de suite. Ok. Maintenant, revenons un peu sur la conférence qui s'est déroulée ici à Lomé, qui avait pour objectif comment multiplier son chiffre d'affaires par 10. Oui. À un moment donné dans la conférence, vous avez parlé, vous avez dit que pour atteindre notre objectif financier, il faut suivre 4 étapes. Avoir un rêve, avoir un objectif précis, un plan et surtout passer à l'action. Moi, j'aimerais revenir sur la partie plan. Comment il faut planifier? Il y a la notion de SMART, c'est-à-dire S-M-A-R-T. Ça permet de définir comment un objectif doit être précis, mesurable, atteignable. Il y a 5 éléments dans le SMART, tu iras regarder, qui permettent de définir un objectif. Si tu n'as pas ces 5 éléments-là, c'est un vœu pieux. Et quand tu définis donc un objectif dans la notion SMART, tu vas pouvoir dire, par exemple, moi qui ai ma chaîne telle, je souhaite, au niveau de ma chaîne, avoir 10 000 abonnés en fin d'année. Ok. Tu vois, ça c'est précis. Maintenant, donc, comment je fais pour avoir 10 000 abonnés? Je dois créer du contenu. 10 000 abonnés sur un an, ça fait à peu près 800 abonnés, 800 et quelques abonnés par mois. Comment je vais chercher 800 abonnés par mois? En créant combien de vidéos? Donc, tu vois que tu pars d'un objectif gros et tu le déclines en petit jusqu'à ce que tu arrives à une échelle journalière. On le fait sur une feuille? Oui, tu peux le faire ce que tu veux sur un ordinateur comme tu veux, mais en tout cas, tu déclines. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui disait que je veux épargner 100 000 francs en fin d'année. Il va diminuer. Ok, je vais épargner 100 000 francs par an, donc ça veut dire que je dois épargner à peu près 8 500 francs par mois. Oui. Donc, il sait quel est l'objectif mensuel. Si on le paye par mois, il peut laisser à ce niveau. Mais si on le paye par semaine, il va diviser encore. 8 500 par mois, donc ça fait 2 100 et quelques par semaine. Donc, tu ramènes jusqu'à l'unité de mesure qui est quotidienne, ou du moins celle dans laquelle tu opères. Si ton paiement arrive par mois, tu ramènes au mois. Si c'est à la semaine, tu arrives à la semaine. Pareil pour les vidéos. Si tu veux atteindre 800 vues par mois, tu dis, bon, si je veux atteindre 800 abonnés, peut-être qu'il faudrait que je fasse
Je te dis n'importe quoi, tu prends tes vidéos. Chaque vidéo me rapporte quoi, 50 abonnés. Tu calcules. Si chaque vidéo me rapporte 50 abonnés, je fais 10 vidéos, ça fait 500 abonnés. Si j'en veux 800, je dois peut-être en faire 15. 15 vidéos sur un mois, ça fait une vidéo tous les 2 jours. C'est mathématique. Et donc, tu te dis, mon objectif, ça va être de faire une vidéo tous les 2 jours. Et en faisant ça, je vais espérer atteindre mon objectif. Personnellement, j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur qui disait que l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Maintenant, supposons une personne qui veut se lancer, pas forcément sur YouTube, mais dans le business. Est-ce qu'il doit forcément aussi planifier avant de se lancer? C'est beaucoup plus difficile de se lancer que de planifier. Et donc, je pense que oui, c'est pas plus mal de se lancer. Mais quand on peut, il faut planifier quand même un tout petit peu. Un tout petit peu. Quand on peut, oui, il faut quand même savoir un peu pourquoi on est là, ce qu'on fait, où on va. De toute façon, plus on se prépare, mieux c'est. Maintenant, il faut se préparer trop longtemps. Et entre-temps, il y a 1 an de cela, vous avez publié sur YouTube que TikTok, c'est dangereux pour la jeunesse. Ah oui, ça par contre, oui, ça je maintiens. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est une application qui diminue le potentiel des jeunes Africains? L'application en elle-même, c'est tout la même chose. On va dire oui, mais ce n'est pas l'application, ce sont les gens. Non, c'est n'importe quoi. TikTok, c'est dangereux. C'est clairement dangereux. C'est une application abrutissante à cause du contenu qui y est mis. Il y a toujours des gens qui vont essayer de raconter des histoires. Oui, mais non, c'est vous qui choisissez ce que vous regardez sur TikTok. Je connais personne qui, quand il veut apprendre quelque chose, va sur TikTok. Personne. Parce que ce n'est pas un réseau social qui est fait pour apprendre des choses. C'est un réseau social qui est fait pour se divertir. Pour avoir de l'humour léger, des petites choses comme ça que tu regardes en passant rapidement. C'est pas fait pour... quand quelqu'un veut apprendre quelque chose, il va sur YouTube. Parce que YouTube est dédié au contenu long. Et quand on veut apprendre quelque chose, c'est parce qu'on veut y consacrer du temps à ça. On n'apprend rien en 1 minute. On n'apprend rien en 2 minutes. Des formats courts comme TikTok le fait. La preuve, qui sont les personnes qui sont connues sur TikTok? Il faut se dire la vérité. La plupart des personnes qui sont connues sur ce réseau, ça va être des influenceurs, ça va être des gens qui font de la beauté, qui font du Congo-ça, le Kwakwato, les problèmes, ainsi de suite. Ce n'est pas un réseau qui met en avant les créateurs de contenu édifiants, parce que le format même ne s'y prête pas. Bon, maintenant, j'ai appris qu'ils ont commencé à rallonger les temps de vidéos. Ils sont en train de vouloir venir vers YouTube. Mais bon, aujourd'hui, on peut regarder même des films sur TikTok. Ah voilà, mais l'avance de YouTube est incroyable. C'est ça, parce que TikTok a déjà cette étiquette-là. Même s'ils essaient maintenant de... C'est un peu comme Instagram. À un moment donné, Instagram aussi a commencé à dire qu'on peut faire des longues vidéos. Mais qui regarde ça? Parce qu'à la base, les gens ne allaient pas sur Instagram pour des longs contenus. Quand tu veux un long contenu, tu vas sur YouTube. Merci, M. Philippe. Quand est-ce que vous revenez au Togo? On a loué déjà la salle. Donc, la date officielle, ce sera le 16 novembre 2024. Donc, on revient dans quelques mois. Cette fois-ci, les gens ont le temps de se préparer. Ça va être énorme ce qu'on va organiser la prochaine fois ici. Et ce sera un événement à ne pas rater. Donc, les amis togolais, commencez déjà à réserver vos places. Je t'enverrai le numéro, tu pourras le mettre. Oui. Pour ceux qui veulent venir se former, bien évidemment, lors du prochain passage. On peut avoir une idée de ce sur quoi ça va porter? Ce sera le business. Je n'ai pas encore défini le thème, mais ça va parler de business, d'argent, de cash, de comment faire de l'argent. C'est toujours cette thématique que j'aborde sous différents angles. Mais ça va toujours être ça. Comment faire de l'argent proprement en Afrique et y compris au Togo. Donc les gars, ne ratez pas le rendez-vous. Soyez présents à la conférence du 16 novembre. C'est ça. 2024. Le lieu, c'est l'Agora. Voilà, Agora Senghor. L'Agora Senghor, c'est ça. Ok. Donc, ce sera à l'Agora Senghor. Donc les numéros sont juste ici. Vous contactez les numéros. C'est ça. Ce sera un numéro togolais en plus. Donc. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier conseil pour la jeunesse qui sont dans le digital? Le digital, c'est un domaine qui avance très vite, très très vite. Donc, si vous voulez réussir là-dedans, il faut être prêt à accepter de changer très rapidement. Ce n'est pas un domaine où on reste sur ses acquis, là où ce qui était vrai hier est vrai demain. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc, si vous êtes dans ce mindset-là, vous êtes déjà out. Partez du principe que vous êtes dans un domaine comme la médecine, dans lequel il y a tous les jours de nouveaux outils qui sont mis à la disposition des praticiens pour faciliter leur manière de travailler. Et plus vous allez être au courant de ces nouveaux outils-là, et plus ça va être intéressant. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le digital, notamment dans le cadre de tout ce qui va être montage et autres, tout ça, ce sont des outils. C'est-à-dire que le montage vidéo, c'est un outil pour quelque chose. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont vers des secteurs à cause de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils font. Tu ne seras pas un bon monteur vidéo si toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent.
C'est-à-dire que je fais ça parce que Joël a dit qu'on peut gagner telle somme, on peut gagner 300 €. Non, tu n'as rien compris du tout. Un bon monteur vidéo, c'est quelqu'un qui se sert des outils de montage pour apporter une plus-value dans la vie des gens. Et c'est comme ça qu'il faut se positionner comme entrepreneur dans le digital. Quelle est la plus-value que je veux apporter? Quand tu as bien défini cette plus-value, les outils, c'est juste des outils. On peut changer les outils, tu essaieras toujours d'apporter cet objectif-là. C'est pour ça que un bon monteur vidéo, l'intelligence artificielle ne doit pas lui faire peur. L'intelligence artificielle n'est pas contre lui. C'est un outil. Tout comme Premiere Pro était un outil, tout comme tous les autres logiciels sont des outils, il saura se servir de chacun d'entre eux pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour ses clients. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, je pense. Sinon, c'est ce que je vois souvent beaucoup de gens faire en Afrique. Ouais. On a peur des outils, on essaye de saboter les outils. Oui, l'intelligence artificielle ne sert à rien. Tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas gagner l'intelligence artificielle. Et on a déjà pris, c'est pas comme si on est encore en train de réfléchir. Le virage a déjà été pris. Donc, tu es en train de lutter contre quelque chose qui n'est même plus à ton niveau. Ça t'a dépassé. Le virage est déjà pris et c'est en train de continuer la route. Donc, soit tu t'adaptes, tu comprends qu'en réalité, tu es dans un domaine dans lequel les outils vont changer en permanence. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Demain, ce sera autre chose. Et en fait, ce qui va faire que tu continues de travailler, d'avoir des clients, parce qu'au fond, il faut bien se poser la question. Si c'était juste une question d'outils, est-ce que les gens travailleraient avec toi? Si c'est juste parce que tu sais faire monter un logiciel, est-ce que tu crois vraiment qu'on va trouver quelqu'un d'autre qui sait utiliser le logiciel que toi? Si c'est comme ça que tu te définis, et c'est ce que beaucoup de gens pensent, ils vont essayer d'être la personne qui connaît le mieux le logiciel, qui comprend le mieux les techniques, ainsi de suite, et ils passeront à côté. Mais si tu as bien compris, en réalité, ce que les gens attendent de toi en tant que monteur vidéo, tu n'as pas besoin d'être le gars qui sait le mieux maîtriser un logiciel. Tu as besoin de savoir te servir du logiciel comme d'un outil, effectivement, mais tu as besoin de répondre aux besoins d'un client. Et pour beaucoup de clients dans le digital, les gens n'ont pas besoin de 10 000 effets. Ils ont besoin d'une vidéo claire, propre, simple, qui leur permet de pouvoir... qui amplifie leur message et qui ne le dénature pas. Parce que parfois, trop d'effets dénaturent un message. Trop d'effets, trop de bruitage, ainsi de suite. Donc voilà, si je peux dire quelque chose dans le digital, c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui est appelé à avoir beaucoup d'évolution dans les prochaines années. Et les bons monteurs doivent avoir conscience de ça pour se positionner comme étant des gens qui résolvent des problèmes et pas qui courent après des outils. Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Merci, Joël. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié au digital, au montage vidéo. On a parlé un peu de tout. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous remercie. Rentrez bien. Vous quittez quand, s'il vous plaît? Demain, probablement. OK. Donc, quand la vidéo sera sortie, je serai déjà parti. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Philippe. Merci à vous d'être venu. On se dit à très prochainement. Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas. Et si vous voulez que je reçoive bientôt un autre invité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Joël Toulan, le monteur vidéo. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin des services de montage vidéo. J'ai une agence pour ça. Et je vous dis à la prochaine.